Du Cameroun à la Suisse, Paul Biya en soins et Franck Biya en campagne. Le chef de l'État camerounais a entamé sa 3e semaine en Suisse, dans le plus grand secret. Jeune Afrique fait le point sur ce séjour médical au contour très politique. Dans les hautes sphères de la politique subsaharienne, le silence était nard d'État, mais la révélation en est le séisme. Alors que le pouvoir de Yaoundé espérait sceller la controverse par des démentis officiels et des foudres ministérielles, le magazine panafricain choisit de ne pas plier. Le 17 juin 2026, une première onde de choc ébranlait les certitudes. Jeune Afrique publiait alors des informations présentant le président Paul Biya comme souffrant et pris en charge dans le secret d'une clinique helvétique. Dès le lendemain, la réplique gouvernementale tombait cinglante sous la plume de son porte-parole René Emmanuel Sadi, qui dénonçait des, je cite, conjectures malveillantes et infondées. On croyait l'incident refermé par la force de Lucas. C'était méconnaître la ténacité de la publication de la rue d'Auteuil. Le 24 juin 2026, l'éclaireur de l'actualité africaine revient à la charge. Plus qu'une simple réplique journalistique, sa nouvelle livraison résonne comme un défi lancé au régime de Yaoundé. Le journal, dans sa version en ligne, maintient ses informations et approfondit son récit, malgré les démentis opposés par les autorités camerounaises. Au fil de ces colonnes se dessine alors une intrigue où la question de l'état de santé du chef de l'État se mêle aux spéculations entourant les équilibres du pouvoir et aux ambitions prêtées à certains membres de son entourage. Dans ce face-à-face à distance entre un média déterminé et un État arc-bouté sur sa version des faits, la bataille ne se joue plus seulement sur le terrain de l'information, mais aussi sur celui du récit. Le rideau se lève sur une Suisse devenue le décor d'une controverse aux résonances étatiques. Depuis plusieurs semaines, Genève se retrouve au cœur d'un récit où s'affrontent informations journalistiques, démentis officiels et batailles des perceptions. Pour Jeune Afrique, le vernis des communiqués gouvernementaux ne résiste pas à ce qu'il présente comme la rigueur de ses propres informations. Le magazine ouvre ainsi sa publication en réaffirmant ses révélations précédentes. Le président Paul Biya séjourne à Genève depuis le 7 juin. Un déplacement en premier lieu motivé par une volonté de repos et de suivi de soins, alors que l'intéressé avait été victime d'un malaise lors de la fête nationale du 20 mai à Yaoundé. Comme Jeune Afrique l'a révélé, le Camerounais a été pris en charge dans une clinique de la ville, et un espace, sécurisé par les services spécialisés de la présidence, lui a même été consacré. Paul Biya et sa délégation n'en demeurent pas moins officiellement logés à l'hôtel intercontinental de Genève, où ils ont leurs habitudes depuis de nombreuses années. À travers la formule, comme Jeune Afrique l'a révélé, la rédaction ne se contente pas de rapporter une information. Elle revendique la solidité de son travail et réaffirme publiquement une version des faits déjà contestée par les autorités camerounaises. Une position qui tranche avec le démenti publié le 18 juin 2026 par Yaoundé, lequel assurait que le chef de l'État, je cite, ne séjourne nullement dans un quelconque établissement hospitalier. Deux récits se font ainsi face. D'un côté, la parole officielle qui récuse catégoriquement toute hospitalisation du président. De l'autre, le journal qui maintient ses affirmations et les enrichit de nouveaux détails. L'Intercontinental demeure dans ce récit l'adresse officielle de la délégation présidentielle. Mais selon les informations revendiquées par Jeune Afrique, l'essentiel se jouerait ailleurs,
dans un cadre médical genevois présenté comme placé sous haute discrétion. Dès lors, au-delà de la question de la santé présidentielle, c'est la maîtrise même du récit qui devient l'enjeu de cette confrontation entre un État et un média. Dans cette partie d'échecs, jouée derrière les rideaux du pouvoir, le quotidien en ligne ajoute une nouvelle pièce à son échiquier. Une pièce surgit des zones grises où se croisent diplomatie discrète, confidence de palais et enquête journalistique. Mais cette fois encore, la publication prend soin d'exposer les différentes versions d'une même histoire. Plusieurs sources de Jeune Afrique, proches de la présidence, ont également évoqué un étrange aller-retour du président en Russie et des examens médicaux complémentaires. Mais ce voyage aurait été rapidement écourté. Contacté par nos soins, le cabinet civil du chef de l'État a cependant démenti cette information et assuré que Paul Biya ne faisait l'objet d'aucune prise en charge particulière. Le magazine fondé par Bachir Ben Yamed livre ici un tableau en clair-obscur. D'un côté, des sources présentées comme proches de la présidence évoquent un détour par la Russie et des examens médicaux complémentaires. De l'autre, le cabinet civil oppose un démenti catégorique et récuse l'ensemble de cette séquence. L'intérêt de ce passage ne réside pas uniquement dans ce qu'il révèle, mais dans la confrontation qu'il met en scène. Deux récits avancent en parallèle, sans jamais se rejoindre. Deux partitions se superposent sans produire la même musique. L'une est portée par les informations revendiquées par l'hebdomadaire, l'autre par la parole officielle de l'État. En reproduisant le démenti, tout en maintenant les informations recueillies auprès de ces sources, Jeune Afrique ne prétend pas trancher publiquement le différend. Le journal expose au contraire la ligne de fracture qui traverse cette affaire. Derrière les portes closes du pouvoir, derrière les communiqués et les confidences demeure une zone d'ombre que chacun tente d'éclairer à sa manière. Et dans ce théâtre où se mêlent secrets d'État et investigations journalistiques, chaque révélation devient une pièce supplémentaire d'un puzzle dont l'image complète échappe encore au regard. Pendant que les interrogations sur la situation du chef de l'État continuent d'agiter les cercles politiques, la machinerie du pouvoir camerounais poursuit sa course. Les administrations fonctionnent. Les arbitrages se poursuivent. Les dossiers circulent. Mais dans le récit proposé par Jeune Afrique, le centre de gravité du pouvoir semble désormais dessiner une étrange géographie entre les rives du lac Léman et les collines de Toudi. D'après cette même source, le président poursuit son travail depuis Genève en compagnie du directeur de cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, lequel se charge du suivi des dossiers importants et des relations avec Yaoundé, où le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, est aux commandes. À première vue, il ne s'agit que d'une phrase. En réalité, c'est une véritable cartographie du pouvoir, une cartographie minutieuse. Car les hommes cités par l'organe de presse ne sont pas de simples collaborateurs. Samuel Mvondo Ayolo dirige le cabinet civil de la présidence, cette structure stratégique qui contrôle l'accès au chef de l'État, filtre les audiences et accompagne les décisions les plus sensibles. Ferdinand Gongo, lui, règne sur le secrétariat général de la présidence, véritable colonne vertébrale administrative du régime. Depuis des années, son influence alimente commentaires, analyses et spéculations dans les milieux politiques camerounais.
En les plaçant au cœur de son récit, Jeune Afrique ne décrit pas seulement des hommes. La rédaction panafricaine dessine l'architecture même du pouvoir. D'un côté, Genève, où se trouverait, selon ces informations, le chef de l'État et son directeur du cabinet. De l'autre, Yaoundé, où Ferdinand Ngongo assurerait la continuité quotidienne de l'appareil présidentiel. À cette frasque viennent s'ajouter d'autres silhouettes familières des arcanes du pouvoir. La première dame Chantal Biya et Cathy Meba, nièce du président. Leur présence dans le récit de ce support d'information n'est pas anodine. Elle suggère que les équilibres du pouvoir séjournent autant dans le bureau officiel que dans les cercles de confiance qui gravitent autour du chef de l'État. L'image qui émerge est celle d'un royaume bicéphale. Non pas deux pouvoirs concurrents, mais deux pôles d'un même système. Deux foyers reliés par les notes confidentielles, les appels sécurisés, les messagers de confiance et les circuits invisibles de l'autorité. L'Olémen et Etoudi, Genève et Yaoundé, le lieu où les enquêteurs du journal panafricain situent le président et celui où demeure le siège historique du pouvoir camerounais. Mais la tragédie ne se limite pas à la sénescence du pouvoir. Elle s'anime par le ballet frénétique des héritiers. C'est ici que la plume de la revue internationale se fait la plus incisive, mettant en lumière la trajectoire de Franck Biya. Tandis que le père pense ces mots, le fils nous dit Jeune Afrique déploie sa stratégie. Dans la délégation de Genève figure également la première dame, Chantal Biya, mais aussi Cathy Meba, la nièce du président camerounais. Le fils de ce dernier, Franck Biya, a également posé ses valises en Suisse, après s'être rendu, selon nos informations, à Monaco et en France. Cité comme un des favoris pour occuper le poste de vice-président du Cameroun, celui-ci a souhaité profiter de sa présence en France, où se tenait le sommet du G7, organisé entre le 15 et le 17 juin par la diplomatie française à Évian, à une quarantaine de kilomètres de Genève, pour avancer ses pions. L'utilisation de la métaphore ludique avancer ses pions, juxtaposée à la proximité géographique de ce rendez-vous diplomatique, inscrit le récit dans une grammaire de lecture stratégique des déplacements, une manière de transformer des trajectoires géographiques en indices politiques sans jamais quitter le terrain des hypothèses rapportées. Cette projection d'ambition supposée, telle qu'elle est relayée par la direction de la rédaction, chapeautée par François Soudan, se heurte ici toutefois aux lignes de tension interne du sérail. La publication souligne en effet une cristallisation autour des enjeux des successions. Le dossier de la vice-présidence, qui a récemment accentué les luttes d'influence entre Franck et Chantal Biya, a agité la délégation camerounaise en Suisse. Dans cette séquence, Jeune Afrique ne décrit pas une architecture institutionnelle figée, mais rapporte un climat politique tel qu'il est perçu et relayé par ses sources. Entre circulation d'informations, lecture interne et interprétation concurrente. Cette lutte de pouvoir s'inscrit dans une temporalité brûlante. La révision constitutionnelle d'avril 2026 ayant rétabli le poste de vice-président devint constitutionnel en cas de vacances. Un élément qui nourrit dans les cercles politiques et médiatiques de multiples projections sur les équilibres futurs du pouvoir au Cameroun. Et dans cette zone d'incertitude, le trône n'est pas encore une destination. Il reste une hypothèse, une projection, un espace de lutte symbolique où se croisent ambition, récit et stratégie dans l'attente d'une clarification du jeu institutionnel.
Le point d'orgue de ce récit dramatique prend les contours d'un thriller politique. Le 12 juin 2026, l'axe Genève-Yaoundé vacille sous le coup d'une audacieuse tentative de coup de force administratif. L'équipe éditoriale en dévoile les détails. Le 12 juin, Samuel Mvondo Ayolo a en effet été informé qu'un individu avait fait parvenir à la CRTV, la radio-télévision nationale, un décret, prétendument signé de Paul Biya, portant nomination d'un vice-président et annonçant un remaniement du gouvernement. Le document ne remplissant pas les critères du protocole de la CRTV, le directeur de cette dernière, Charles Ondongo, a sollicité le directeur du cabinet civil, duquel il est proche, et ce dernier a démenti l'authenticité du décret. L'intrigue ne s'arrête pas à la découverte du faux. Elle se prolonge dans les geôles de la République. Sous l'impulsion de Samuel Mvondo Ayolo, une procédure judiciaire est depuis en cours. Elle a mené à l'arrestation du porteur de la missive par la gendarmerie camerounaise. Les investigations se poursuivent pour découvrir les motivations de celui-ci et ses éventuels commanditaires. Dans le récit proposé par le journal, ce faux décret ne constitue pas seulement une fraude administrative, il devient le révélateur d'un climat de tension où la moindre circulation de documents suffit à ébranler les équilibres institutionnels. Pour clore cette séquence, l'équipe rédactionnelle de Jeune Afrique relie cet épisode à des alertes sécuritaires plus larges évoquées par ses sources. Mais cette affaire n'est déjà pas sans rappeler certaines alertes émises voici quelques semaines par des conseillers sécuritaires de la présidence. Selon plusieurs sources, ses alliés américains avaient ainsi recommandé à Paul Biya de reporter un déplacement à l'étranger, estimant que son absence du Cameroun pourrait être exploitée par des groupes souhaitant imposer leur version du remaniement gouvernemental et leur favori à la vice-présidence. Jeune Afrique articule notamment des éléments qui les rapportent comme la présence de Paul Biya à Genève depuis le 7 juin 2026, les références à un passage en clinique privée, le malaise initial du 20 mai à Yaoundé, certains déplacements européens attribués à Franck Emmanuel Biya, ainsi que l'épisode du faux décret transmis à la CRTV. Ces éléments sont présentés par le média comme provenant de ces sources ou de ces informations et s'inscrivent dans une narration progressive, tandis que plusieurs d'entre eux font l'objet de contestations ou de démentis dans la communication officielle des autorités de Yaoundé. Dans cette logique, la publication laisse également apparaître des zones d'incertitude assumées, l'identité des auteurs présumés de la tentation de falsification évoquée, ou encore la nature exacte des informations médicales concernant le chef de l'État qui ne sont pas confirmées de manière indépendante dans le domaine public. À travers cette démarche, la ligne éditoriale de Jeune Afrique s'inscrit dans une posture de persistance journalistique, la reprise, la consolidation et la mise en récit d'informations issues de ces sources en dépit des démentis officiels. Il ne s'agit pas d'une validation des faits par d'autres institutions, mais d'un choix éditorial consistant à maintenir une ligne d'investigation sur des éléments jugés significatifs par la rédaction. Dans ce contexte, le traitement médiatique observé met en tension deux logiques, celle des communications officielles visant à stabiliser une version des faits et celle d'un récit journalistique qui lui continue d'agréger des informations issues des sources variées. Une dynamique où le pouvoir de l'écrit réside moins dans l'affirmation d'une vérité unique que dans la persistance d'un questionnement au moment où les événements politiques eux-mêmes demeurent en évolution. Merci.